Comment donner l'impression qu'une thérapie inefficace est efficace? Est-ce qu'on peut continuer à donner des explications à nos patients sur ce qui provoque leur mal de dos, avec des explications qui sont vraisemblablement fausses, juste parce qu'on a des bons résultats avec notre méthode? Et si on s'aperçoit que ces explications, en plus d'être fausses, elles peuvent, chez certaines personnes, entretenir les douleurs, est-ce que c'est encore défendable d'utiliser ces explications? C'est des questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui dans cette vidéo semi-improvisée, mais qui va être sourcée. Je vous afficherai les études sur lesquelles je me base à l'écran et je vous mettrai en description un lien si vous voulez recevoir les PDF des études en question pour pouvoir les lire. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus et je vous enverrai ça par mail. On va commencer d'abord par un petit peu de contexte. J'ai publié une vidéo sur ma chaîne principale qui s'appelle Les Chroniques de la douleur, qui est une vidéo qui parle d'une approche purement biomécanique du mal de dos. Une approche où on va avoir tendance à expliquer que le mal de dos, il est lié à des asymétries, à des faiblesses musculaires, à des déséquilibres, etc. Et j'ai opposé, entre guillemets, cette approche biomécanique à une approche un peu plus biopsychosociale. Et je dis opposé, entre guillemets, vous verrez pourquoi. Cette vidéo, elle dure une dizaine de minutes et je l'ai postée, là, ça fait un peu plus d'une semaine, sur YouTube et sur Instagram. Et sur la version Instagram de cette vidéo, il y a eu une véritable guerre en commentaire. Alors cette guerre, elle était malheureusement pas sur le fond du sujet, elle n'était pas sur la question du modèle biopsychosocial ou biomécanique. La raison en fait de cette guerre, c'est que j'ai utilisé des extraits d'un coach qui utilise cette explication biomécanique du mal de dos. Et le coach a pris la chose très, très personnellement, alors que je dis dans la vidéo, déjà je ne cite pas son nom, et je dis que, en fait, le but n'est pas de cibler lui particulièrement, mais de s'intéresser au discours et au raisonnement qu'il y a derrière. Bon, il n'a pas apparemment capté cette notion-là, puisqu'il l'a pris très personnellement. Ça s'est enchaîné par des menaces, des insultes et une plainte qu'il a posée à mon encontre. Plainte dont je n'ai aucune nouvelle, probablement parce qu'elle n'est pas entendable. C'est-à-dire qu'a priori, d'après certains de mes abonnés qui sont gendarmes et qui ont demandé à certains de leurs collègues, ils ne voient pas trop ce qui pourrait être retenu comme plainte. Mais bon, on verra ce que l'avenir nous réserve. Quoi qu'il en soit, ce coach, qui apparemment ne supporte vraiment pas du tout qu'on le cite, qu'on montre ses images ou qu'on parle de son protocole, et ben, en fait, il a envoyé des dizaines de clients, qui sont satisfaits de son approche, défendre les résultats, de son protocole, dans mes commentaires. Sauf que dans ma vidéo, je disais bien que, non seulement je le visais pas lui personnellement, mais qu'en plus j'étais persuadé que son approche, elle avait les résultats. Je le disais même plusieurs fois. Bon, puisque, ce coach ne veut pas être cité, je ne vous montrerai pas d'image dans cette vidéo. Vous pourrez aller voir la vidéo originale qui est toujours, en ligne, mais du coup, vu qu'il ne veut pas qu'on le nomme, on va l'appeler celui dont on ne peut pas prononcer le nom ou, Voldemort, pour ceux qui connaissent. Et donc, il a fait une vidéo réponse dans laquelle il montre qu'il a priori pas compris mon propos ou qu'il ne sait pas ce que c'est que le modèle biopsychosocial, en parlant du fait que le genou, c'était probablement un conflit entre le «je» et le «nous». Ce n'est pas ça, le modèle biopsychosocial. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo-là aujourd'hui, c'est surtout que j'ai eu un échange respectueux, et ça fait du bien d'avoir un échange respectueux, avec quelqu'un qui a commenté, ma vidéo sur YouTube. Et en fait, avec ces commentaires, de ce monsieur qui s'appelle Loïc, je vous montrerai juste après son commentaire, je me rends compte que peut-être, mon message n'était pas clair. En même temps, dans une vidéo de 10 minutes, c'est pas toujours évident. Je pense qu'il a été clair auprès des gens qui connaissent déjà un petit peu le domaine, donc des professionnels de la santé notamment. Mais pour des gens qui connaissent pas, c'était pas forcément clair. Donc je me dis: «Bah, pourquoi pas?» On va essayer de faire une vidéo aujourd'hui là, qui est, comme je dis, semi-improvisée parce qu'elle est pas scriptée, mais je vais vous parler de manière un petit peu plus libre. Je vais essayer de détailler un petit peu ma pensée de qu'est-ce que je veux dire concrètement avec cette histoire d'approche biomécanique versus biopsychosociale. Alors, on va aborder plusieurs choses. On va aborder, est-ce que le modèle biopsychosocial, il est supérieur au modèle biomécanique? Est-ce que ce modèle biopsychosocial, il est adapté à toutes les situations? En quoi dire à quelqu'un que ses douleurs pourraient être liées à des déséquilibres, ça serait un problème? Et en quoi ça serait faux, a priori? Donc ça, il me disait, mais je vois pas pourquoi ça serait faux de dire que les déséquilibres sont un problème. Et pourquoi arrêter d'utiliser ce modèle, surtout si ça marche? Parce que voilà, il y a plein de gens qui sont satisfaits quand même de cette approche. Donc on va parler de tous ces sujets. Et on commence par l'opposition entre le modèle biomécanique et le modèle biopsychosocial. Vous avez ici le commentaire donc, de Loïc qui nous dit ceci. Autant d'habitude, je suis d'accord avec vous, mais cette fois, pardon, mais la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est what the fuck. Déjà, à la base de votre argumentation, dire que le modèle biopsychosocial, alors, il est psychosocial, mais
il voulait dire biopsychosocial, est supérieur au modèle uniquement biomécanique, je suis désolé, mais c'est du bullshit. Les deux peuvent avoir leur utilité, favoriser l'un ou l'autre doit surtout dépendre du contexte. Chez certaines personnes, le psychosocial peut sans doute être plus important que le côté biomécanique pur, mais franchement, si je me blesse après un surentraînement ou un mouvement mal réalisé, je vais préférer dans 100% des cas l'approche purement biomécanique. L'aspect psycho n'aura absolument rien à voir dans ma blessure. Je n'attends pas d'explication particulière, je veux juste des exercices correctifs. Et en fait, c'est ce commentaire. Alors, j'ai échangé après ce commentaire avec lui. Je vais vous dire un petit peu ce dont on a parlé, mais je me suis dit, ah, c'est intéressant quand même. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'il nous raconte. Parce que lui, apparemment, je pense qu'il n'est pas professionnel de la santé, je pense qu'il est patient, en l'occurrence. Peut-être même patient de Voldemort, parce qu'il avait l'air d'être vraiment très, très euh, euh, convaincu par l'approche de son protocole. Alors, est-ce que le modèle biopsychosocial est supérieur au modèle biomécanique? Alors, pour rappel très 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 rapide, le modèle biomécanique, on en reparlera un tout petit peu plus en détail tout à l'heure, c'est le fait qu'on va analyser le mal de dos sous un angle mécanique, d'inégalité de longueur de jambe, de position d'articulation, d'activation musculaire, de posture, etc. Le modèle biopsychosocial, c'est une approche qui est un petit peu plus large, qui a été développée dans les années fin des années 70 et qui a été adaptée au mal de dos dans les années 80, qui tient compte de la biomécanique, mais qui tient compte d'autres facteurs, notamment des facteurs psychosociaux. Est-ce que le modèle biopsychosocial est supérieur au biomécanique? En réalité, comme je viens de le dire, le modèle biopsychosocial, il est plus large et il inclut la biomécanique parce que le B de BPS, le bio de biopsychosocial, bah dedans il y a la biomécanique, il y a la biologie, il y a l'inflammation, etc. Il y a la nociception, on en reparlera un peu tout à l'heure, mais il y a aussi de la biomécanique. Donc en réalité, quand on a une approche biopsychosociale, on tient compte des contraintes mécaniques. On va tenir compte de la progression de la charge d'entraînement, on va tenir compte du fait que tel exercice va mettre plus de contraintes sur une articulation ou sur un muscle, et on peut proposer des adaptations à ce niveau-là, parce que dans certains cas, c'est pertinent. Si quelqu'un a mal en faisant un mouvement de manière répétée et que clairement il y a un aspect de nociception, je reparlerai de ce que c'est juste après, tout à l'heure, eh bien, oui, modifier l'exercice, proposer un autre exercice, ça peut être pertinent. C'est de la mécanique. Donc c'est de la mécanique. Et en fait, ça n'empêche pas, on peut avoir cette approche-là tout en restant dans un modèle biopsychosocial. C'est juste que le modèle biopsychosocial, il ne va pas tenir compte que de ça. Ce que nous dit notre commentateur, c'est que l'aspect psycho n'a rien à voir là-dedans. Quand il dit si je me blesse après un surentraînement ou un mouvement mal réalisé, en gros, il dit je préfère à 100% l'approche purement biomécanique parce que l'aspect psychologique n'a rien à voir là-dedans. En êtes-vous sûr, monsieur? Je vous donne un exemple. Ça m'est arrivé pas souvent de me faire mal au dos ou ailleurs. La plupart des fois où j'ai mal au dos ou à la nuque, c'est après m'être engueulé avec ma femme. Alors ça m'arrive pas très souvent, mais ça m'arrive. Et en général, ce qui déclenche ma douleur, c'est un mouvement. C'est-à-dire qu'il y a un aspect mécanique, je fais un truc qui d'habitude ne me pose aucun problème, et là, eh ben, je me fais mal. Est-ce que c'est vraiment que de la mécanique? Est-ce que l'aspect psycho n'a rien à voir là-dedans? Bah, en l'occurrence, moi, c'est quand même assez récurrent. Il y a souvent une notion de stress qui peut faire que je me fais mal plus facilement, alors que je fais des mouvements qui, mécaniquement, ne posent habituellement pas de problème et qui ne sont pas des mouvements mauvais. De manière générale, on a quand même pas mal de données qui montrent que le stress, l'anxiété, la dépression, c'est des facteurs qui peuvent faire que le corps va réagir d'une manière différente. Tout ça, ça va avoir tendance à sensibiliser le système nerveux, c'est-à-dire que le système nerveux va devenir plus réactif et il peut plus facilement déclencher des douleurs pour un truc qui, mécaniquement, n'aurait posé aucun problème. C'est la même chose au niveau professionnel. Hein. Si vous avez un chef qui est relou, qui vous demande beaucoup de travail, qui vous reconnaît pas dans ce que vous faites, tout ça, ça peut avoir des effets à la fois sur la façon dont votre corps réagit, mais aussi sur ce que vous allez faire. C'est-à-dire que vous avez un chef qui vous saoule, bah, quand vous sortez du sport, vous allez aller faire du sport et vous allez peut-être vous donner à fond pour vous défoncer à la salle plutôt que défoncer votre patron. Eh ben, excusez-moi, mais même si, oui, il y a une notion de surentraînement, eh ben, peut-être que le contexte psychosocial a une influence sur cette notion de surentraînement. Ce que nous dit ensuite notre commentateur, c'est qu'il dit bah moi, si je me blesse, je n'attends aucune explication particulière. Ce que je veux, c'est juste qu'on me donne des exercices. Alors, il y a deux notions là. Il y a la notion d'explication. Alors, ça, chaque personne a des attentes différentes. On n'a pas tous les mêmes attentes quand on va consulter quelqu'un ou quand on a des douleurs. Mais ça a été étudié, ça. Hein. Il y a des études qualitatives où on va demander à des gens qui consultent, en l'occurrence, c'était des études sur des kinés, enfin, chez des patients qui consultaient des kinés, on leur demandait
qu'est-ce que vous attendez exactement de vos séances avec le kiné? Et donc ça, c'est des entretiens semi-structurés où en fait on leur pose des questions qui sont relativement ouvertes et les gens répondent et en fait on pose des questions relativement similaires aux différentes personnes, mais c'est quand même un peu guidé. Et ça nous permet d'avoir une idée globalement de ce que ces gens attendent. Et globalement, quelque chose qui est assez récurrent, c'est que la plupart des gens qui ont mal au dos, ils cherchent à comprendre pourquoi ils ont mal, ce qui leur fait mal et pourquoi ils ont mal. Pas tout le monde, mais c'est quand même quelque chose d'assez récurrent. Donc apparemment, c'est pas le cas de Loïc, qui lui se dit j'attends pas d'explication. Bah, très bien, ça c'est quelque chose qu'on doit respecter. Si moi j'ai un patient qui vient qui me dit ça m'intéresse pas de savoir pourquoi, je veux juste que vous m'aidiez à régler le problème, ok, il n'y a pas de problème. On va pas chercher à expliquer, on va juste chercher à trouver une solution. Mais la plupart des gens, ils attendent des explications. Et d'ailleurs, la plupart des gens, ils attendent des explications, ou bien déjà pour se rassurer, essayer de comprendre, mais aussi pour éviter que ça revienne. Parce que des fois, quand on comprend pourquoi c'est là, ça te permet d'éviter de se refaire mal de la même manière plus tard. Et ensuite, ce que nous dit Loïc, c'est que je veux des exercices correctifs. Alors les exercices, pour le coup, c'est souvent quelque chose qui est demandé. Dans les mêmes études, on voit que la notion de qu'est-ce que je peux faire comme exercice, eh ben, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Donc sur cet aspect-là, notre commentateur est plutôt raccord avec ce que demandent la plupart des gens. La question, c'est est-ce que ces exercices, ils ont besoin de corriger quelque chose? Parce que là, il dit pas juste je veux des exercices, il dit je veux des exercices correctifs. Ce qui est une bonne indication de la vision justement biomécanique que peut avoir Loïc. Il dit si j'ai mal, c'est quelque chose qui est pas bon et qu'il faut que je corrige mon corps. Et ça, c'est purement une approche biomécanique. Et donc la question que je pose, c'est ça, est-ce qu'on a vraiment besoin de corriger quelque chose avec nos exercices? Et c'est là que les explications sur quoi les exercices vont agir sont importantes. C'est-à-dire qu'on peut prescrire un même exercice, mais en l'expliquant de manière différente. Si je fais un exercice et que je dis ça va permettre de renforcer votre dos pour bien le stabiliser, parce que sinon vous allez avoir votre bassin qui va se déplacer. C'est pas la même chose que si je dis vous allez faire cet exercice. En général, ça fait du bien parce que votre corps il va reprendre confiance et ça va produire plein de choses qui vont faire que la zone devient moins sensible. Les deux peuvent être vrais. L'un est plus que l'autre probablement, mais l'explication n'est pas la même et la compréhension que va avoir la patient n'est pas la même. Et c'est ce qu'on va détailler après. Dans l'approche biomécanique, on va effectivement chercher, ou en tout cas l'explication qu'on va donner, c'est qu'on va chercher à corriger des déséquilibres, à renforcer une zone qui est faible, alors que dans l'approche biopsychosociale, on peut proposer les mêmes exos, mais avec une explication qui est différente. Ce qui nous amène à cette question, pourquoi dire qu'il y a des déséquilibres, ça pourrait être nocebo? Alors nocebo, c'est le cousin maléfique du placebo. Le placebo, c'est le fait que nos attentes, notre compréhension d'une situation, le contexte dans lequel on est, va avoir des effets positifs sur la rencontre thérapeutique et en l'occurrence sur l'évolution des douleurs. Le nocebo, c'est l'inverse. Ça fait qu'il peut y avoir des effets négatifs. Pour comprendre pourquoi dire qu'il y a des déséquilibres, ça pourrait avoir un effet nocebo, il faut comprendre de manière très basique comment fonctionne la douleur. Alors, c'est une version très simplifiée de comment fonctionne la douleur. Il y a énormément de mécanismes en plus, mais juste, je vous donne quelques bases pour comprendre un petit peu ce dont je veux parler par la suite. On a dans notre corps des récepteurs qui s'appellent les nocicepteurs, donc c'est des petits capteurs qui vont se retrouver un peu partout, dans la peau, dans les articulations, dans les ligaments, dans les muscles, voilà, un peu partout. Et en fait, ces capteurs, qu'on appelle des nocicepteurs, pendant longtemps, on les décrivait comme des récepteurs de lésions, c'est-à-dire qu'ils allaient capter quand il y avait des petites lésions. Et quand il y avait des lésions, on se disait, ok, ils s'activent, ils envoient un message de douleur qui va jusqu'à la moelle épinière et jusqu'au cerveau, et à ce moment-là, on est conscient de la douleur. En gros. Et c'est peut-être, si vous n'êtes pas professionnel de santé, peut-être une image que vous avez de la façon dont ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas comme ça. On le sait aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça. On est vraiment revenu de cette compréhension-là, et ça fait quelques années déjà. En fait, les nocicepteurs, ce ne sont pas des détecteurs de dommages, ce sont des détecteurs de menaces homéostatiques. Alors, c'est un terme un petit peu complexe. L'homéostasie, c'est le fait que notre corps soit capable de s'autoréguler et de se maintenir dans un état relativement constant. Les nocicepteurs, ils vont s'activer quand il y a quelque chose qui est susceptible de modifier cette homéostasie. Et ils sont spécialisés dans plusieurs choses. Il y a des nocicepteurs qui sont spécialisés dans l'aspect mécanique, c'est-à-dire qu'ils vont s'activer quand il y a des trucs un peu bizarres au niveau mécanique, compression, étirement important. Il y en a qui sont spécialisés dans l'aspect chimique, donc quand il y a de l'inflammation par exemple, et il y en a qui sont spécialisés dans l'aspect thermique, donc quand c'est très chaud ou très froid. Et ces nocicepteurs, donc, ils vont s'activer quand il y a des trucs inhabituels. Et ils vont envoyer un message qui n'est pas de la douleur. Ils vont envoyer un message qui s'appelle de la nociception. Et la nociception, c'est un message de danger.
Ce message de danger, il va être modulé à différents niveaux, au niveau de la moelle épinière et au niveau du cerveau, et en fonction de l'interprétation de ces données de nociception modulées sur le chemin, et en fonction de plein d'autres facteurs dont on va en citer quelques-uns, et ben en gros, si le cerveau, si l'individu en lui-même juge que la zone elle a besoin d'être protégée, et ben on ressentira de la douleur. Alors vous allez dire, c'est ok, très bien, mais quelle est la différence avec ce dont on parlait tout à l'heure? La différence, c'est que la nociception, elle n'est pas forcément nécessaire pour avoir de la douleur, et elle n'est pas suffisante non plus. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la nociception sans douleur. Et on a des exemples de cas où il y a de la nociception, parce qu'on sait, on peut mesurer comment les nocicepteurs s'activent, on sait qu'on peut avoir de la nociception sans douleur, on sait que c'est pas proportionnel, on peut avoir plus de nociception, mais moins de douleur. On sait qu'on peut avoir parfois une lésion très très importante sans douleur. On a plein d'exemples comme ça, de gens qui sont retrouvés avec un clou dans le palais ou avec un bras arraché sans ressentir de douleur. C'est des histoires que je pourrais vous raconter à l'occasion. Et à l'inverse, la nociception n'est pas nécessaire non plus pour avoir de la douleur, parce qu'on peut tout à fait avoir de la douleur sans nociception. C'est l'exemple de gens qui sont amputés depuis longtemps d'un bras et qui continuent à avoir mal dans la main alors qu'ils n'ont plus de main. Donc il n'y a plus de nociception, vu qu'il n'y a plus de nain. Pourtant, les gens, ils ont quand même mal. Ou alors, des gens qui peuvent avoir l'histoire de l'ouvrier qui était tombé sur un clou et qui avait traversé sa botte et qui avait des douleurs horribles alors que le clou n'avait touché aucun tissu. Là aussi, c'est des histoires relativement connues dans le milieu de la douleur, mais qui montrent que la nociception, et même la nociception et la douleur sont deux choses différentes, et les lésions tissulaires et la douleur sont deux choses différentes. Et donc, du coup, la douleur, c'est plutôt un indicateur d'une menace qui a été perçue. C'est en fonction de la menace qu'on perçoit, on va ressentir de la douleur ou pas. Donc, tout ce qui va faire qu'on va ressentir plus de menaces, on est plus susceptible d'avoir des douleurs, et tout ce qui va diminuer la menace perçue va avoir tendance à réduire la douleur. Ok, vraiment basique. Maintenant, comment on peut moduler cette douleur? Un exemple de modulation, c'est cette étude de 2013 que je trouve assez incroyable, où en fait, ils ont pris des gens qui étaient volontaires, et ils les ont séparés en deux groupes. Il y a un groupe à qui ils ont appliqué, deux groupes, ils ont appliqué une crème sur le bras. Et ils ont dit aux gens, voilà, il y a un groupe à qui on mettait une crème qui était neutre, une sorte de crème hydratante, et on leur disait, voilà, on vous met cette crème, elle est juste hydratante, et après, on va vous mettre une petite thermode chaude, donc un truc qui chauffe un petit peu contre la peau. Et vous nous dites si ça vous fait mal, et au bout de combien de temps ça fait mal, et à quel point ça vous fait mal. Et en même temps, ils faisaient passer des IRM fonctionnels au niveau de la moelle épinière pour voir comment s'activaient les neurones qui sont impliqués dans les voies de la nociception au niveau de la moelle. Ils ont fait ça avec un groupe à qui ils ont fait donc la crème hydratante, et le deuxième groupe, ils ont mis de la crème au même endroit, et ils ont dit, on vous met de la crème, par contre c'est une crème dans laquelle il y a de la capsaïcine dedans, donc c'est des extraits de piment. Donc ça va vous irriter un petit peu la peau, c'est normal. Donc ensuite on va vous mettre la thermode, et c'est possible que ça vous fasse mal à cause de l'irritation liée au piment. Vous nous dites quand ça vous fait mal, à quel point ça vous fait mal, et puis en même temps ils mesurent au niveau de la moelle. De manière évidente et prévisible, bah, le groupe qui a de la crème au piment a plus mal, et on voit au niveau de la moelle épinière qu'il y a une activation de tous les neurones qui est plus importante. C'est logique, vous allez me dire, il y a eu une irritation au niveau des tissus, donc ça réagit plus fort. Sauf que, en réalité, la crème de piment, il n'y avait pas de piment dedans. C'est-à-dire qu'en réalité, on avait donné la même crème qu'au premier groupe. On avait donné juste une crème hydratante qui ne faisait rien. La seule différence entre les deux groupes, c'est qu'il y a un groupe à qui on avait dit, on vous met un truc qui va peut-être vous faire mal. Et effectivement, les gens avaient plus mal. Et c'était pas juste psychologique, il y avait bien une activation au niveau de la moelle épinière de choses qui faisaient que les gens avaient plus mal. En fait, c'est un mécanisme qui faisait que il y avait, on a des voies inhibitrices, c'est-à-dire qu'il y a dans notre moelle épinière des choses qui vont avoir tendance à moduler, comme je disais, la nociception, et naturellement, on a des choses qui vont avoir tendance à la réduire un petit peu. Et ben en fait, quand on a mis des attentes négatives en disant aux gens, vous allez avoir mal, ces voies inhibitrices, elles fonctionnent moins bien. Et donc la nociception, eh ben, elle arrive au cerveau plus fort, et donc on peut sentir plus de douleur. Alors que sur les tissus, il ne se passait rien de plus. Tout ce qu'on a changé, c'est le contexte dans lequel on mettait les gens et la compréhension qu'ils avaient de la situation. Alors, est-ce que nos mots, ils peuvent moduler la douleur? Là, on a vu un exemple, hein, simplement en disant aux gens, on vous a irrité un petit peu la zone, ça va vous faire mal, les gens avaient plus mal. Et ben, en fait, ça a été étudié spécialement dans la prise en charge des douleurs musculo-squelettiques. Vous avez cette étude de Mike Stewart, notamment, Stick and Stones, The Impact of Language in Musculoskeletal Rehabilitation, accent incroyable, dans laquelle, en fait, ils se rendent compte que les mots qu'on utilise en séance, eh ben, ils peuvent avoir une influence sur ce que ressentent les gens. Par exemple,
On sait, alors ça c'est des diapos que j'ai copié-collé de la formation que je fais, où j'ai un module où on parle justement de communication. C'est quelques diapos sur les 120 du module 5, je crois. Donc, les mots qu'on utilise, ils vont avoir une influence sur le choix du traitement de la personne. Par exemple, il existe un truc au niveau de l'épaule, on peut parler de conflit sous-acromial. C'est une classification, c'est un terme qui s'utilise moins maintenant, sauf chez des gens qui ne sont pas forcément à jour sur le sujet. Le conflit sous-acromial, en fait, l'acromion, c'est un os qui est juste ici, il y a l'os et qui fait partie de l'omoplate, et il y a la tête de l'humérus juste en dessous. Et donc il y a un petit espace dans lequel il y a une bourse séreuse et c'est un plan de glissement. Et en fait, des fois, il y a des gens qui ont mal à cet endroit-là et on disait, bah voilà, c'est un conflit, le truc qui vient comprimer, donc ça fait mal. Quand on utilise ce terme-là, quand on parle de conflit sous-acromial, et ben en fait, les gens, ils s'imaginent un os frotte contre mon tendon. Donc la solution la plus souvent envisagée, c'est la chirurgie. Et c'est logique, parce que l'explication qu'on donne, elle fait penser que c'est un os qui frotte contre le tendon, et donc les gens ils disent, bah ouais, c'est logique, il faut que je fasse de la chirurgie. Et en général, quand on utilise le terme conflit sous-acromial, les gens, ils ont de moins bonnes attentes envers des approches comme les exercices, parce qu'ils se disent, bah oui, à quoi ça sert que je fasse des exercices, parce que c'est mon os qui frotte contre mon tendon. Alors que on sait que les approches d'exercice, elles sont plutôt efficaces pour ce genre de problématique. Donc en fait, en changeant juste l'explication et le mot qu'on utilise, eh ben, ça va avoir une influence sur les traitements que les gens envisagent, et ils vont se dire, ah bah non, ça sert à rien que je tente les exercices. Ou alors, ils tentent les exercices en ayant de moins bonnes attentes envers les exercices, et on sait que le fait d'avoir de moins bonnes attentes, ça réduit l'efficacité d'un traitement. Donc en fait, juste en utilisant cette explication-là, qui a priori est en plus plutôt fausse, et ben en fait, on réduit les chances que la personne elle guérisse ou qu'elle puisse bénéficier d'une approche qui a priori plutôt bénéfique. Ce terme-là, de la conflit sous-acromial, il génère en général plus de détresse psychologique, c'est-à-dire que les gens, ça les fait flipper. Alors que si on dit juste, il y a une douleur d'épaule, bah, ça va mieux. Alors vous remarquerez, c'est moins précis, hein, douleur d'épaule. Mais en fait, ça aide les gens qu'on dise plutôt, bah voilà, c'est un petit peu irrité, il y a une petite douleur dans l'épaule, on va faire des exercices qui vont soulager. Ça, en général, les gens vont mieux. Et on retrouve la même chose pour plein d'autres pathologies, en fait. Il y a plein d'autres pathologies où quand on utilise un terme bien spécifique, ça va avoir une influence sur leur compréhension du problème, en fait. Autre étude, encore une fois, sur l'importance des mots qu'on utilise. En fait, les mots qu'on utilise, ils n'ont pas forcément le même sens pour nous et pour nos patients. Petite anecdote. Ma femme est psychologue, donc elle est professionnelle de santé, hein. Donc elle a quand même ce qu'on appelle une littératie en santé qui est quand même pas mal, c'est-à-dire qu'elle a quand même des connaissances, hein, sur la santé, plus que beaucoup de gens, parce que juste elle a fait des études dans le domaine. Et un jour, on s'est rendu compte que quand on utilisait des mots comme aigu ou chronique, et ben en fait, pour nous, ils n'avaient pas les mêmes sens. Elle et moi. Et ça, c'est un truc que je retrouve avec mes patients. Par exemple, vous demandez à la plupart des gens qui ne sont pas des professionnels de santé qu'est-ce que ça veut dire une douleur aiguë. Ils vont vous dire une douleur aiguë, c'est une douleur qui fait très mal, ou alors c'est une douleur qui est très localisée. Sauf que c'est pas ça que ça veut dire une douleur aiguë. Dans le domaine médical, une douleur aiguë, ça veut dire c'est une douleur qui est là depuis peu de temps. Peu importe qu'elle soit intense ou pas, peu importe qu'elle soit localisée ou pas. C'est ça que ça veut dire normalement, une douleur aiguë. Mais dans la bouche des gens, dans l'esprit des gens, aiguë, ça veut dire très intense et localisée. Douleur chronique, et ça je m'en suis rendu compte avec ma femme une fois, où je parlais de douleur chronique, et en fait pour elle, elle se disait chronique, c'est quelque chose qui va durer toute la vie et qui ne se soigne pas. Ça veut pas dire ça, chronique. Chronique, ça veut dire que c'est là depuis longtemps. Point. Ça ne dit rien sur le pronostic, ça ne nous dit pas qu'on pourra rien faire. Ça dit juste que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, en fait. Mais quand on utilise ce terme, et ben en fait, les gens ils peuvent entendre ça durera toute ta vie. Et ça, je m'en suis rendu compte avec ma femme, qui pourtant a des connaissances dans le domaine de la santé. Et ben en fait, c'est ce qu'on retrouve avec nos patients aussi. Par exemple, dans l'étude que je vous ai mise juste avant là, sur la communication avec Karen Barker, ils ont demandé à des gens quels mots avaient été utilisés par les professionnels et qu'est-ce qu'ils en avaient pensé. Par exemple, quand on parle de faiblesse musculaire, comme peuvent le faire certains coachs comme celui dont on ne doit pas prononcer le nom, eh ben, certains pensaient que cette faiblesse musculaire était permanente et qu'elle allait s'aggraver. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde, hein. Ça veut juste dire que c'est quelque chose, il faut être conscient quand on utilise ce terme-là, que ça peut être entendu comme ça. Quand on utilise le terme d'instabilité, eh ben, peu de patients, dans cette étude-là, peu de patients étaient vraiment familiers avec le terme d'instabilité, mais la plupart du temps, c'était interprété comme, en gros, le dos, il peut se déplacer à n'importe quel moment. Ou alors, l'instabilité au niveau du dos, elle était considérée comme étant plutôt inquiétante par les patients, et ça avait tendance à suggérer qu'il fallait, que c'était quelque chose qui allait durer dans le temps,
et qu'il fallait surtout jamais se détendre. Il fallait vraiment se contracter pour stabiliser le tout. Ce qui, a priori, est un comportement où on sait aujourd'hui que ça peut avoir tendance, au contraire, à entretenir les douleurs. Ou quand on utilise des termes comme l'arthrose, eh ben, on sait que les gens peuvent se dire que ça peut aller qu'en s'aggravant parce que c'est un truc de vieux et qu'a priori on continue de vieillir. Et donc plus on va vieillir, plus on aura mal. Alors qu'on sait que c'est faux, hein, tout ça. On sait que c'est faux. On sait que les gens qui ont de l'arthrose, on peut améliorer leur douleur et que c'est pas juste une question d'âge, il y a plein d'autres facteurs qui entrent en jeu, mais que globalement on peut améliorer les douleurs. Mais le problème, c'est quand on parle d'arthrose juste comme ça, c'est le genre de pensée que peuvent avoir les gens et c'est important d'en être conscient pour se poser la question, est-ce que j'utilise ces mots-là? Les mots qu'on utilise, ils peuvent avoir des conséquences durables chez les gens. Ça, c'est une étude qui m'a bouleversé, vraiment. Ben Darlow, 2013, où en fait, il parle de l'impact durable de ce que les cliniciens disent aux gens qui ont des douleurs de dos. Quand on dit aux gens qu'il faut protéger son dos, eh ben, les participants à qui on a dit ça, ça a renforcé leur croyance que leur colonne était vulnérable. Ce qui est plutôt logique, hein. On dit qu'il faut protéger parce que c'est fragile. Sur les boîtes, les cartons où il y a écrit qu'il faut faire attention, c'est parce que c'est fragile en fait. Donc si on vous dit qu'il faut protéger votre dos, bah, en fait on est en train de vous dire que c'est fragile. Ou même si on ne veut pas dire ça, en réalité c'est ce qui est entendu. Donc les gens à qui on a parlé de protéger leur dos, ils voyaient leurs muscles comme étant importants pour limiter le mouvement, réduire les contraintes sur la colonne et maintenir un alignement structurel. Et pour mettre en place ces stratégies protectives, les participants ils étaient focus sur leur dos et ils maintenaient une vigilance constante, qui encore une fois sont des facteurs aujourd'hui où on sait que ça peut entretenir les douleurs. Et le modèle explicatoire selon lequel il y aurait une insuffisance musculaire qui pourrait expliquer le mal de dos, eh ben, en fait, on sait que ça peut avoir parfois des conséquences dramatiques sur la vie de certaines personnes. Et c'est ça qui m'avait vraiment énormément perturbé. Ça, c'est une citation d'une patiente qui a été interviewée dans cette étude. Elle disait: «Bon, bah, globalement, j'ai vu des physios, donc des kinés, qui m'ont dit de travailler mes muscles abdominaux profonds. J'ai été testé par plein de kinés, par des profs de pilates et apparemment, je suis ridiculement faible. Mes muscles sont très, très faibles» et donc ce que cette dame explique, c'est qu'elle a interrompu sa grossesse parce qu'elle se disait que son corps n'était pas capable de supporter, le poids d'un bébé. Je trouve ça dramatique. Si c'est la seule ou la principale raison pour laquelle elle a interrompu sa grossesse, je trouve ça dramatique. Parce que en voulant aider cette personne, bah, des professionnels lui ont fait entrer l'idée que son corps était fragile et ça a des conséquences dramatiques sur sa vie et d'autres vies. Bref, moi je trouve ça triste, vraiment. Et encore une fois, je dis pas que ça va être le cas chez tout le monde, hein. Je dis juste qu'il faut être conscient que ça peut avoir ce genre d'effet. Donc, voilà en quoi dire qu'il y a des déséquilibres ou des faiblesses musculaires, ça peut avoir un effet nocebo qui parfois est majeur. La suite de notre commentaire de Loïc nous disait: «Mais alors pourquoi on arrêterait de faire ça, surtout si ça marche?» Parce que, voilà, c'est son commentaire. Pour quelle bonne raison on pourrait avoir de continuer à utiliser cette méthode? Parce qu'elle fonctionne et parce que je vois pas, ce qui me fait penser que les explications du coach sont probablement fausses. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom, il a présenté des dizaines de témoignages de gens qui étaient satisfaits de sa méthode. Un protocole qui a un nom que je vais pas citer, donc du coup, on va l'appeler le protocole C3PO. Et donc, Voldemort, il a son protocole C3PO. Il y a plein de gens qui sont convaincus et qui sont vraiment satisfaits de son approche. Et ça, c'est plutôt rassurant. On se dit, bah oui, il y a plein de gens chez qui ça a fonctionné, donc c'est que ça marche. Donc, la question de Loïc, c'est si ça marche, pourquoi s'en passer? Et pourquoi les explications de déséquilibre ou de faiblesse musculaire, elles seraient fausses? Parce que ça semble cohérent. Et c'est l'une des forces du modèle biomécanique, c'est qu'il est plutôt cohérent. Une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que être satisfait d'un soin, ça ne veut pas dire que ce soin a été efficace. Par exemple, une personne peut être très 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 satisfaite d'une prise en charge qui est inefficace ou en tout cas qui n'a pas d'effet supérieur à un placebo. Par exemple, 65% des Français qui ont utilisé de l'homéopathie sont convaincus de ses bienfaits alors que l'ensemble de la littérature scientifique converge vers la conclusion que on n'a pas de preuve que l'homéopathie a plus d'efficacité qu'un placebo. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'efficacité, c'est-à-dire qu'elle a l'efficacité d'un placebo, mais pas plus. Donc en fait, les granules de sucre en soi, il n'y a pas d'effet propre. Et il y a même des gens qui sont adeptes du butthole sunning. Vous avez une magnifique image là à droite. Donc le butthole sunning qui consiste du coup à se mettre tout nu et à écarter les fesses pour faire rentrer la lumière du soleil à l'intérieur de la nuit. Ça aurait d'incroyables
effets thérapeutiques sur je sais pas quoi. Parce que pour le coup, j'ai pas creusé le sujet plus que ça. Ou alors ça donne des cancers, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui sont vraiment satisfaits de cette approche et qui militent pour ça. Donc on est sur un exemple du fait qu'il y a des trucs parfois chelous, où il y a des gens qui sont convaincus, alors que efficacité pas supérieure à un placebo, voire parfois efficacité nulle, voire peut-être même dangereuse, hein, dans le cas du Butol-Sunning. Donc oui, il y a des gens satisfaits. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors, j'ai oublié de le préciser au début de cette vidéo, j'aurais dû le dire au début de cette vidéo. Tout ce que je dis là, depuis le début, je parle d'exercice. Si vous êtes ostéo comme moi, vous pouvez remplacer exercice par mon approche thérapeutique en tant qu'ostéo. Ça fonctionne pareil, hein, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que si vous dites oui, mais moi, quand je fais telle technique, les gens vont mieux, ok, c'est très bien. Mais est-ce que c'est suffisant pour prouver que les effets propres sont supérieurs à un placebo? On pourra faire une vidéo complète sur la thérapie manuelle à l'occasion si ça vous intéresse. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer l'amélioration des symptômes d'une personne. Et là, encore une fois, c'est vrai quand on fait des exercices, mais c'est vrai aussi quand on fait de la thérapie manuelle, hein. Il y a l'évolution naturelle. Il y a beaucoup de conditions qui guérissent seules avec le temps. Un rhume ou une lombalgie commune, au bout de quelques jours ou quelques semaines, ça passe. Alors, dans le cas de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, il dit surtout prendre en charge des personnes qui ont des douleurs persistantes. C'est moins le cas. L'évolution naturelle, elle rentre moins en jeu parce que quand c'est présent depuis longtemps, a priori, c'est peu probable que spontanément ça se résolve comme ça, juste avec l'évolution naturelle après que la prise en charge ait commencé. Donc ça, c'est moins le cas. Mais par contre, pour des affections aiguës, des trucs qui sont là depuis peu de temps, l'évolution naturelle, elle peut faire une grosse part de l'effet. La régression à la moyenne, c'est-à-dire qu'il y a naturellement des variations de symptômes, et lorsqu'elles sont extrêmes, elles ont tendance à revenir à la moyenne ensuite. C'est-à-dire que quelqu'un qui consulte au moment où il a son pic de douleur, il y a de fortes chances que même si on ne fasse rien, et ben en fait, les gens aient mieux derrière. D'autres effets, comme l'effet Hawthorne, qui fait que les gens qui participent à des études, ils modifient inconsciemment leur comportement. Tous ces éléments-là, ils sont présents même en l'absence de traitement. Et si en plus on propose une intervention, que ce soit des manips, des médicaments, des exercices ou même une séance de prière chamanique, il y a d'autres effets qui vont se rajouter. Les effets contextuels thérapeutiques, c'est-à-dire c'est lié au contexte dans lequel le soin a lieu, la façon dont le patient y perçoit le praticien, si c'est quelqu'un qui est très connu sur les réseaux sociaux, qui a beaucoup de commentaires, beaucoup de retours positifs, les comportements et les croyances du praticien, s'il est vraiment sûr de son approche, eh ben, ça va avoir des effets positifs qui sont contextuels, hein, qui ne sont pas liés au fait que l'approche est efficace. L'interaction entre le patient et le praticien, l'ambiance du lieu où a lieu la séance, les attentes du patient, etc. Et tout ça, ça peut faire que, même si le traitement n'a pas d'effet en lui-même, les effets contextuels peuvent avoir des effets. Et enfin, il y a les effets spécifiques du traitement, c'est-à-dire l'efficacité propre du traitement qu'on propose. Vous avez à droite un petit schéma qui est une illustration faite par Laurent Fabre, qui est une adaptation d'un article de Moral en 2017. Vous voyez, le groupe sans traitement, si on prend 3 groupes, il y a un groupe à qui on ne propose pas de traitement, un groupe à qui on propose un placebo de traitement et un groupe à qui on propose le traitement qu'on veut tester. Normalement, on voit que même le groupe à qui on ne propose pas de traitement, il va y avoir une amélioration, un effet, parce que juste les effets dont on parlait avant, hein, l'évolution naturelle, la régression à la moyenne, etc. Le groupe à qui on propose un placebo, genre on est super sûr de nous, on dit vous inquiétez pas, j'ai compris votre problème, je vais vous faire un truc révolutionnaire, c'est 120 € s'il vous plaît madame. Tout ça, c'est de l'effet contextuel, ça va rajouter des effets. Et enfin, le petit truc, la cerise sur les gâteaux, c'est l'effet spécifique du traitement. Et ce traitement, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des manips, ça peut être des exercices, par exemple. Et dans les études scientifiques, pour évaluer l'efficacité d'un traitement, donc on fait 3 groupes. Le groupe 1 reçoit pas de traitement, le groupe 2 reçoit un traitement placebo, et le groupe 3 il reçoit un traitement dont on veut tester l'efficacité. Et en fait, la part de l'effet propre, elle est souvent minime dans la prise en charge des douleurs. C'est-à-dire que les effets non spécifiques, c'est-à-dire l'évolution naturelle et les effets contextuels, et ben en fait, ils représentent la grande majorité des effets. Si vous avez à droite là, une idée de à quel point en bleu c'est les effets contextuels et en rouge les effets spécifiques. Par exemple, 85% de l'efficacité des crèmes anti-inflammatoires est liée aux effets contextuels et pas à l'anti-inflammatoire. Il y a un effet propre, hein. Il y a un effet propre, mais 85% de l'efficacité vient de l'effet contextuel, 87% pour le paracétamol, et moi je suis un parfait exemple de ça. Je sais que quand j'ai mal à la tête, je prends un paracétamol, en très peu de temps j'ai moins mal, alors que je sais que le paracétamol n'a pas encore eu le temps de faire effet. Des fois, en quelques secondes, j'ai l'impression que ça va mieux. Et à ce moment-là, j'ai probablement activé d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a probablement des effets contextuels. Je sais que ça m'est arrivé souvent que quand je prends le Doliprane, ça allait mieux derrière. Donc mon corps, il sait déjà que ça va aller mieux. Donc en fait, il libère lui-même ses propres antalgiques. Et c'est un effet, hein, mais qui n'est pas lié au paracétamol, qui est lié au contexte.
Pareil pour les lavages articulaires, donc les gens qui ont des problématiques de genoux, par exemple, où on va laver l'articulation, on va faire une arthroscopie. 91% des effets bénéfiques sont liés au contexte. Et ça nous apprend plusieurs choses. Ça nous apprend que il faut rester humble quand on rôle quant au rôle de notre thérapeutique sur l'évolution des symptômes. Oui, proposer une intervention qui a un effet, c'est important, mais on ne fait que donner un coup de pouce. Et ça nous montre aussi que le plus gros des effets des traitements, il est lié au contexte. Il faut donc être conscient de ça, il faut savoir les maximiser pour être plus efficace, tout en proposant une intervention qui a un effet propre. Et la communication avec le patient ou le client, elle représente une part énorme du contexte. Même un traitement avec zéro efficacité, il pourra faire du bien grâce aux effets contextuels. Ça, c'est des diapos qui sont issus de ma formation, comme je vous le disais. Mais alors, du coup, ça nous amène à cette question-là. Comment un traitement inefficace, il peut sembler efficace? Et en fait, on a déjà donné une partie de la réponse. Il y a un papier qui a été publié d'ailleurs par des chiro. Steve Hartman, je ne sais pas s'il est chiro ou ostéo. En tout cas, je crois qu'il est ostéo. C'est des questions qui sont beaucoup posées en ostéopathie. Hein. Comment ça se fait que même un truc inefficace pourrait être efficace? La question, c'est est-ce que l'ostéopathie est inefficace? Mon avis, c'est que non, parce qu'il y a quand même des effets propres aux manipulations. Mais un traitement peut être inefficace et sembler aider. Et quelques exemples qui sont donnés dans cet article, c'est que parfois les symptômes ils peuvent évoluer même sans effet du traitement. On en a parlé, l'évolution de la maladie, la régression à la moyenne ou l'effet placebo, la blouse blanche, le praticien qui a confiance dans ce qu'il dit, les témoignages de patients satisfaits, etc. Une autre possibilité, c'est que les symptômes ils s'améliorent pas vraiment. Il y a des attentes du patient qui peuvent faire qu'il va se convaincre que les choses vont mieux, genre ah bah oui, oh là là, moi j'ai des patients, ça c'est des fois ils viennent, ils disent oh là là, ça va vachement mieux, je suis content, d'accord. Sauf que la dernière fois, moi j'ai tout noté, j'ai noté exactement, non pas ou bien des fois je demande à quel point ils ont mal sur une échelle de 0 à 10, mais ça je le fais assez peu. Mais souvent je leur demande est-ce que vous arrivez à faire ça, dans quelle mesure vous arrivez à le faire, etc. Et en fait des fois je compare avec la fois d'avant. Et en fait c'est pareil. Les gens me disent ah ça va vachement mieux. Et en fait ils me disent par exemple je vous lève vachement plus haut le bras. Et en fait quand je compare non ils lèvent pas plus haut. Ou alors ils me disaient bah avant j'arrivais à faire ça et en fait quand je leur demande ils arrivent à faire toujours pareil, pas forcément plus. Donc il y a des fois où en fait ils me disent ça va mieux, mais quand on compare en fait non ça va pas mieux. Donc on est dans un cas où peut-être la personne a été satisfaite de ma prise en charge, mais objectivement, il n'y a pas eu d'amélioration alors qu'elle en est persuadée. Et il peut y avoir des biais de confirmation. Si on demande à tous les gens qui vont mieux de nous faire un témoignage, et ben en fait, ceux qui vont pas mieux, ils vont pas forcément répondre. Ils vont pas forcément nous dire ça va pas mieux. Certains peuvent le faire, mais peut-être qu'il y en a qui vont dire il m'a saoulé, c'est bon, je me barre et je lui parle plus. Ou alors mais quand même il était sympa ce gars, j'ai pas envie de lui faire de la peine en lui disant que ça va pas mieux, donc je vais rien lui dire. Ou alors je vais lui dire oui merci ça va mieux et en fait ça va pas mieux. Et en fait, c'est pour tout ça qui fait que sur le terrain, on peut avoir l'impression que on fait des trucs extraordinaires, alors qu'en fait, des fois, on ne voit pas forcément les gens qui vont pas mieux. Alors, est-ce que ça fonctionne? Donc pour revenir au fameux protocole C3PO de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, le seul moyen de savoir, en fait, ça serait de tester un protocole ou un traitement en l'opposant à un placebo ou en l'opposant à un autre protocole. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre un truc où on dit ok, on va analyser vos pertes de mobilité, vos déséquilibres musculaires, machin, etc. On va faire un plan de traitement en fonction de ça, et on va faire ça, et on va voir l'évolution avec des mesures précises. On va suivre tout le monde et pas juste les gens qui nous font des retours. On veut que tout le monde nous donne des retours, etc. Et c'est possible, ça fonctionne. La question, c'est est-ce que ça fonctionne aussi bien que d'autres approches? Parce que ça se trouve, il y a d'autres approches qui sont plus efficaces. Il faudrait comparer, en fait. Et le protocole C3PO de celui dont on ne doit pas prononcer le nom n'a pas été testé scientifiquement. Il n'a pas été testé scientifiquement. Alors, il y a eu une évaluation dans un mémoire de kiné qui ne mesurait pas l'efficacité, qui mesurait le fait qu'il y avait une association entre certains troubles de la mobilité et des douleurs. Ce qui est bien, mais ce qui ne nous dit pas grand-chose en fait, parce que c'est assez logique de retrouver chez des gens qui ont mal des manques de mobilité. Non pas forcément, c'est ce que je disais dans ma vidéo initiale, c'est pas forcément parce qu'ils bougent mal qu'ils ont mal, c'est peut-être parce qu'ils ont mal qu'ils bougent différemment. C'est assez fréquent de se rendre compte que les gens qui ont mal bougent différemment, mais c'est pas forcément parce qu'ils bougent différemment qu'ils ont mal. Mon hypothèse sur le protocole C3PO, et je le dis dans la vidéo, mon hypothèse, c'est que le protocole en question, il est efficace. Mais pas pour les raisons avancées. C'est-à-dire que ça fonctionne parce que globalement, les exercices, ils ont plein d'effets positifs sur la douleur et ils font partie des recommandations de la prise en charge des douleurs musculo-squelettiques. On le dit, hein, oui, il faut faire des exercices, oui, c'est plutôt positif, mais il y a de fortes chances que ce soit pas parce qu'on règle des soi-disant problèmes d'asymétrie ou de faiblesse musculaire. Ce qui nous amène à la dernière question de notre Loïc. Pourquoi traiter les asymétries, les faiblesses musculaires, c'est pas une bonne idée? Enfin, il nous dit pourquoi ça serait pas une bonne idée, parce qu'a priori ça fonctionne. Il y a un papier de 2011 qui, pour moi, a été quand même une grosse claque dans ma face. La chute du modèle postural, structural, biomécanique.
et c'est un truc spécialement dans les thérapies physiques et manuelles, et ils prennent l'exemple justement du mal de dos. C'est-à-dire qu'ils ont dit: «OK, on va regarder toutes les études qu'on a pour voir quels sont les liens entre le mal de dos et les asymétries, et cetera». Et ben, vous avez ici un petit schéma qui est issu de la publication, qui dit que, beaucoup de, facteurs, posturaux, structurels, biomécaniques ont échoué à montrer une association, ou d'être la cause de mal de dos. C'est-à-dire qu'ils ont échoué, c'est-à-dire qu'en fait, quand on cherche, on n'arrive pas à mettre objectivement de lien entre le fait d'avoir, par exemple, une asymétrie au niveau du tronc, le fait d'avoir une kyphose au niveau thoracique ou une lordose dans le bas du dos qui est un peu, développée. Et ben, on n'arrive pas à trouver de lien systématique ou clair entre ces facteurs-là et le fait de développer des lombalgies. Le fait d'avoir une faiblesse musculaire, le fait d'avoir une faible endurance musculaire ou une mobilité réduite au niveau de la colonne ou des déséquilibres au niveau de l'extension des érecteurs spinaux ou des variations de la lordose lombaire ou même des facteurs structurels comme la dégénérescence discale, la spina bifida, etc. L'obliquité au niveau du pelvis, donc le fait d'avoir une différence de longueur de jambe, la raideur des psoas ou des ischio-jambiers, des muscles au niveau des cuisses, etc. etc. Le fait de corriger la mécanique du pied ne semble pas avoir d'effet sur la prévention des lombalgies. Vraiment, ce papier est cool, il existe même en traduit en français. Donc je vous le mettrai, si vous le voulez, je vous mettrai en bas, vous rentrez votre mail, je vous envoie tous ces papiers-là. Celui-ci, je pourrais vous l'envoyer en français si vous voulez. Je trouve que c'est important de savoir ça, c'est-à-dire que on se rend compte qu'il ne semble pas y avoir d'association. Et encore, même s'il y avait une association, ça voudrait même pas dire qu'il y a un lien de causalité, parce que des fois, on a deux choses qui sont associées, mais ça veut pas dire que l'un est la cause de l'autre. Là, il y a même pas d'association, c'est-à-dire que les gens qui ont mal n'ont pas plus d'asymétrie, les gens qui ont mal n'ont pas moins de force, les gens qui ont mal n'ont pas moins d'endurance, en général. Donc c'est compliqué de baser tout un protocole de traitement, de diagnostic et de traitement sur ces facteurs-là, alors qu'ils ne semblent pas associés. Et même quand on soigne les gens avec des exercices, et ça c'est une autre étude qui me semble être importante, quand on soigne des gens avec des exercices et qu'ils vont mieux, et qu'on teste avant, après la force musculaire, l'endurance musculaire ou la mobilité, et ben l'amélioration des symptômes ne semble pas liée à l'amélioration de la force, l'amélioration de la mobilité ou à l'amélioration de l'endurance musculaire. C'est pas grâce à ça que les gens vont mieux. Donc, on trouve pas plus d'asymétrie ou de faiblesse musculaire chez les gens qui ont des douleurs, et quand on fait des exercices à des gens qui ont mal et qu'on les améliore, et ben ça semble pas lié à l'amélioration de la force, de la mobilité ou de l'endurance musculaire. Donc ces éléments-là, apparemment, c'est pas ceux-là qu'il faut cibler pour améliorer les choses. Et pourtant, comme je le dis, je pense que le protocole C3PO, il est efficace, mais pas pour ces raisons-là. Là, je vous ai fait un screenshot d'une leçon parce que les diapos étaient trop embêtantes à copier-coller. J'ai fait un screenshot, vous voyez ma tête en dessous là, voilà. Screenshot. L'amélioration des symptômes ne semble pas liée à l'amélioration du contrôle du mouvement, de la mobilité intervertébrale, de la cinématique de course, du mouvement de la scapula ou même de l'évolution des tissus, c'est-à-dire qu'on peut améliorer les douleurs. Alors, chez les gens qui ont les tendinopathies, alors que les tendons ont toujours la même tête, on peut améliorer les douleurs chez les gens qui ont des discopathies, alors que les disques ont toujours la même tête, et pourtant les gens vont mieux. Ça veut dire que pour réduire les douleurs, c'est pas ces facteurs-là qu'il faut essayer de modifier. Et donc on vise quoi? Et ben en fait, on a retrouvé des facteurs qui semblent être liés à l'amélioration. Et ces facteurs, c'est par exemple l'auto-efficacité, c'est-à-dire que le fait que la personne, elle se sente capable de refaire une activité. Ça, on se rend compte que l'auto-efficacité, elle est liée à l'amélioration des symptômes. Il y a une amélioration du catastrophisme, c'est-à-dire que les gens se sentent impuissants, ils ruminent sur leur douleur, ou alors ils amplifient tous leurs symptômes. Et ben en fait, si on arrive à améliorer ces facteurs-là, ben les gens, ils ont moins mal. Il y a des effets positifs sur l'inflammation, qui semblent être liés à l'amélioration des douleurs. Il y a des améliorations au niveau de la peur-évitement, donc le fait d'avoir peur de certains mouvements et d'éviter ces mouvements-là, bah, quand on arrive à améliorer ce facteur-là, il semble y avoir des améliorations au niveau des douleurs. Également des améliorations au niveau de la flexibilité psychologique et du sommeil. Et en fait, globalement, on voit qu'on est sur des facteurs qui sont ou bien neurologiques, neuro-endocriniens, comme l'inflammation, ou bien des facteurs psychologiques. Messieurs, dames, je vous présente le modèle biopsychosocial. C'est-à-dire qu'on peut proposer exactement les mêmes exercices que le protocole C3PO, mais plutôt que d'expliquer qu'en fait on va régler des problèmes d'instabilité ou d'asymétrie qui sont probablement pas liés aux douleurs, et qui au passage pourraient faire croire à la personne que son corps est mal foutu, et ben en fait on peut donner d'autres explications qui vont faire que les gens vont s'améliorer, et en fait les gens, à mon avis, s'ils s'améliorent dans le protocole C3PO, c'est probablement grâce à ces facteurs-là, parce qu'ils ont moins peur de faire certains mouvements, etc., etc., probablement pas grâce à problème d'asymétrie. Pour conclure,
Faites bouger les gens, c'est cool, vraiment, c'est très bien, et c'est ce que recommandent les données de la science, c'est ce que recommande voilà, c'est actuellement les guidelines pour la prise en charge des douleurs musculo-squelettiques, c'est de faire bouger les gens, aider-les à reprendre confiance dans leur corps, mais ça serait probablement encore plus efficace si vous essayez d'éviter au passage de leur dire des trucs probablement faux ou sans rapport avec leur douleur et qui peuvent, chez certaines personnes, entretenir le problème. Et je dis bien chez certaines personnes. Je ne dis pas que tous les gens à qui on va dire qu'il y a une instabilité ou une asymétrie, ils vont développer des problèmes. Mais ça peut. Donc, je pense que c'est important de faire attention à ces choses-là. Le modèle biopsychosocial pour la prise en charge des lombalgies, il a été décrit en 1960. Ah oui, pour les lombalgies en 87. Ça existe depuis 77, je crois, mais c'est dans les années 80 qu'on l'a adapté pour la prise en charge des lombalgies. Et aujourd'hui, il est recommandé par la Haute Autorité de Santé, par exemple. Si vous regardez, prise en charge des lombalgies, ils disent modèle biopsychosocial. Donc formez-vous et utilisez-le. Vos patients, ils n'en seront que plus heureux. Et le modèle biopsychosocial, il vous invite pas à abandonner la biomécanique, mais à changer vos explications pour aller vers des trucs qui sont plus rassurants et réduire la menace qui est perçue par les gens. Et pour les gens qui auraient tendance à se dire oui, je ne suis pas psychologue, eh ben, vu qu'on a parlé de Voldemort pendant toute cette présentation, on va terminer par une citation de Dumbledore qui montre qu'il faut tenir compte de la psychologie des gens, bordel, et comme disait Dumbledore, bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry, mais pourquoi faudrait-il en conclure que c'est pas réel? Merci pour votre attention, pour cette longue intervention semi-improvisée. Comme je le disais, je vais vous mettre en dessous un lien, vous pourrez prendre toutes les références, vous mettez votre mail, je vous envoie toutes les références en PDF. Celles que j'ai trouvées, en tout cas, il y en a certaines que j'ai plus de mal à trouver, mais celles que j'ai trouvées, je vous les mets. Vous pourrez être tenu au courant du coup des prochaines fois où je sors des vidéos comme ça, et j'envoie une newsletter une fois par mois dans laquelle je partage des choses, je vulgarise certaines choses à l'écrit, et notamment des conférences, et notamment la prochaine que je vais faire, la courant avril 2024, ça sera sur la biomécanique, et notamment sur Greg Lehman, qui est un physiothérapeute qui a fait une intervention au San Diego Pain Summit, qui est un congrès national sur la douleur, et il avait fait une intervention qui s'appelait « Quand la biomécanique n'a pas d'importance ». Des fois, ça en a. Des fois pas. Et ben, on va vulgariser ce truc-là dans ma prochaine newsletter. Si vous cliquez sur le lien et que vous recevez les trucs, et ben en fait, vous recevrez également ma newsletter après. Et si vous voulez pas recevoir la newsletter, vous pouvez vous désinscrire dès que vous avez reçu les papiers. Merci pour votre attention. Si vous avez des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous trouvez ça intéressant, partagez la vidéo. À bientôt.